On va démarrer avec ce constat. J'ai reçu avec la FSC, puisque j'ai la casquette de vice-président du festival ce matin, on a reçu le ministre de la Culture qui m'a rappelé un pamphlet que Jean Edernalier a écrit en 1974 à propos de Giscard d'Estaing, qui s'appelait « Lettre ouverte au Colin froid ». J'ai rencontré le Colin froid ce matin, il s'appelle Rister. Et donc on va se poser la question, puisque c'est l'horizon indépassable que nous promet la Macronie, c'est-à-dire un bonheur incroyable, indépassable, après Fukuyama ou Hegel, qui pronostiquait la mort de l'histoire. Est-ce qu'il faut vraiment se résoudre et se résigner à l'idée que la social-démocratie libérale soit le seul système économique, politique dans lequel on vive et qu'il n'y ait pas d'alternative? On va réfléchir à ça un petit peu, en tout cas on va discuter autour de ça. Comment s'y prend l'oligarchie aujourd'hui pour nous endormir et nous faire croire qu'il n'y a pas d'alternative à ça? Je vais te donner la parole, Juan, puisque c'est quand même l'objet de ton livre, hein, Crépuscule, sur comment l'oligarchie s'est organisée pour nous faire un président porte-clés, clé en main, qui nous explique que circuler, il n'y a rien à voir, l'histoire est terminée, et on peut tous retourner se coucher. Bonsoir à tous. Vaste sujet, je vais juste donner peut-être un exemple post-crépuscule sur la capacité d'endormissement merveilleuse de nos supposées élites. C'est la nomination d'un grand homme de radio et de télévision, quelqu'un qui a toujours brillé par son intelligence, sa bienveillance, sa capacité à produire de la pensée, un certain Marc-Olivier Fogiel à la tête de BFM TV. Alors vous regardez ça, vous vous dites bizarre quand même, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on nomme cet être qui n'a jamais évidemment produit quoi que ce soit, mais bon, ça correspond pas mal au cahier des charges de BFM TV, mais au-delà, qui n'a jamais dirigé vraiment d'équipe, de médias ou autre, qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Et on comprend évidemment d'une part que BFM TV a déplu au pouvoir, alors pour des raisons qui, pour le kidam, sont difficiles à saisir, hein, parce que BFM TV n'a pas été extrêmement agréable pour les Gilets jaunes pendant cette période, mais a eu le tort de montrer des Gilets jaunes, ce qui en soi déjà est un crime de lèse-majesté en Macronie. Donc on réorganise tout ça et on fait nommer ce Marc-Olivier Fogiel pour une simple raison, c'est un très proche de Brigitte Macron et d'Emmanuel Macron. Il avait même proposé un poste de chroniqueur sur RTL, je pense que ça aurait mieux correspondu à son niveau intellectuel et ses ambitions, mais bon, tant pis, on a raté cette reconversion. Et donc il propose ça à Emmanuel Macron en 2013-2014. Il se rapproche beaucoup du couple Macron grâce à une certaine Mimi Marchand, que je ne vous présente plus, hein, la trafiquante de hashish version XXL, hein, 500 kilos de hashish dans une camionnette. Je ne sais pas si ça n'y avait pas une violation des règles juste de marchandises maximum quand elle s'est fait choper. Et donc Mimi Marchand qui est présentée à Macron par Xavier Niel, lui, ancien proxénète, qui a rencontré Mimi Marchand à la prison de la Santé. Alors lui était dans la cellule VIP, elle pas, mais bon, voilà. Donc vous avez un mélange de très haute qualité comme ça, qui produit Marc-Olivier Fogiel à la tête de BFM TV, mais il manque quand même un maillon de la chaîne, et ce maillon de la chaîne, c'est évidemment le propriétaire de BFM TV, qui est entre-temps devenu Patrick Drahi, qui a acheté BFM TV et aussi Libération et l'Express. Pourquoi? Pour favoriser l'élection d'Emmanuel Macron, après avoir tenté de favoriser celle de François Hollande. Et pourquoi est-ce que Patrick Drahi cherche à faire ça? Tout simplement parce qu'Emmanuel Macron avait donné à Patrick Drahi l'autorisation écrite, hein, il y a encore le décret, de rachat de SFR, au nez à la barbe de Bouygues et compagnie, alors que Patrick Drahi n'avait pas d'argent. Et comment est-ce que Patrick Drahi a racheté SFR? Il a eu l'appui d'une grande banque, Goldman Sachs, qui elle-même a trouvé d'autres soutiens. Goldman Sachs, donc celle qui a ruiné la Grèce, entre autres mérites. Et évidemment, il a dû rembourser Goldman Sachs et ses créanciers. Et il a fait ça comment? Environ 5000 personnes donc de SFR. Et donc tout ça produit à la fin Marc-Olivier Fogiel pour essayer de redresser la ligne éditoriale de BFM TV qui visiblement n'était pas assez proche du pouvoir. Et donc la nomination de qui pour commencer la saison? De Alain Duhamel, qui doit avoir 90 ans peut-être, je sais pas, mais qui a cette capacité extraordinaire qu'on les a servis à subsister dans le temps, un peu comme El Kabbach et quelques autres. Donc voilà, pour vous donner une idée de comment est-ce qu'on nous distrait, alors nous on fait de la contre-distraction en vous racontant comment ça se passe de l'autre côté, mais comment est-ce qu'on nous distrait en imposant, en fait, parce que là je vous donne un exemple, mais vous imaginez bien que c'est une pratique récurrente et systématisée dans tous ces appareils de pouvoir, avec un seul objectif, fabriquer du consentement, essayer d'orienter
ou en tout cas d'endormir vos sens de façon à ce qu'il n'y ait pas de rébellion ni de révolution dans ce pays, non seulement du fait de l'injustice des politiques qui sont menées, mais aussi de l'inanité de ceux qui nous dirigent, et qui, parce que tout ça, évidemment, ça produit quoi? Ça produit de la médiocrité et de la bêtise, pour reprendre le titre d'un livre ici représenté. Bon sens de la transition. Ça a marché ce message. François, à toi. Moi, je vais essayer de compléter ce que dit Juan, avec lequel évidemment je suis d'accord. Je pense qu'en fait, il me semble que la pensée critique, on va l'appeler comme ça, en fait, est amenée à, si elle veut bien embrasser l'ensemble du champ, jouer sur deux plans. Et je pense que le plan que vient d'explorer Juan à travers un cas d'espèce très efficace, ce serait celui qu'on appelle effectivement l'oligarchie. L'oligarchie, le grand capital. Le grand capital, Drahi par exemple, aidé par une grande banque, laquelle est une banque mondiale et qui a une espèce de puissance, je dirais, de deux niveaux planétaires, voilà, avec des grands argentiers, des chaînes de télé particulièrement influentes. Effectivement, BFM, c'est un peu la chaîne de télé du moment. Là, vraiment, on est dans des fonctionnements oligarchiques, c'est vraiment une poignée, je dirais, de gens tout à fait importants, tout à fait puissants, qui s'échangent également leur puissance, qui se soutiennent les uns les autres et qui arrivent comme ça à raisonner toute une population. Donc je pense que ça, vraiment, ça me paraît une analyse très pertinente. Je pense que c'est vraiment le prix d'un livre comme Crépuscule et de ce que raconte Juan publiquement depuis quelques mois. Moi, je dirais ma petite spécialité à moi universitaire, je dirais, dans mon petit domaine de recherche à moi. J'ai monté un labo là-dessus. Est à la fois peut-être moins spectaculaire, moins truculent d'une certaine manière, peut-être plus laborieux, mais en même temps plus large, et c'est ce que j'appellerais le bloc bourgeois. Alors le bloc bourgeois, c'est plus de gens. C'est plus de gens, et c'est pas des gens qui ont forcément énormément de pouvoir, énormément d'argent, c'est pas des gens qui ont du grand capital, mais qui sont les soutiens indéfectibles des gens que vient de décrire Juan, hein, et que tu décris de page en page dans ton livre, ou dans d'autres écrits, ou dans tes prestations publiques. Le bloc bourgeois, cette espèce de minorité tout à fait agissante, minorité qui a un certain nombre de pouvoir, qui a du patrimoine déjà, qui a de l'argent, et dont on ne dit jamais assez une chose simple pourtant, et je m'étonne de ne pas l'entendre plus souvent. Et par exemple, cette minorité vote à 100%. C'est-à-dire qu'on met souvent en avant le fait que les classes populaires ne votent pas. En général, on dit la classe ouvrière vote FN, c'est faux. La classe ouvrière ne vote pas, hein, statistiquement. La majorité des gens qui appartiennent à la classe populaire ne votent pas, se désintéressent tout à fait de ça. Et alors, effectivement, la majorité de ceux qui votent, mais qui sont une minorité parmi les classes populaires, a tendance à se tourner vers un vote d'extrême droite, ou encore, parfois, un vote de gauche radicale, ou de gauche de gauche, enfin de gauche en fait. Ça marche toujours. Hein. Dès qu'on en met dans la gueule du PS, là, on est sûr que c'est ça. Non, et là, le bloc bourgeois, lui, oui, vote à 100%. Moi, par exemple, je ne connais pas un bourgeois qui ne vote pas. Donc c'est aussi pour ça, c'est une des explications, mais il y en a plein d'autres, hein, une des explications du fait que cette minorité arrive toujours à mettre au pouvoir à la faveur d'élections, entre autres choses, hein, entre autres manœuvres de pouvoir, mais parce que l'élection en fait partie, mais c'est pas la seule. Par exemple, placer des gens dans les médias, placer des gens dans les conseils d'administration, ou à la tête de grandes banques, ou bon. Mais il y a aussi, les élections font partie quand même d'un organigramme du pouvoir en quelque sorte. Et donc je crois que c'est une des clés qui explique que cette minorité quantitative, c'est 10-15% de la population en fait, le bloc bourgeois, arrivent toujours à mettre leur fondé de pouvoir, comme disait Marx, au pouvoir, enfin à le désigner comme président, parce que ça vote maximalement. Et ces gens-là, effectivement, sont plus discrets, mais ils sont des soutiens idéologiques, au sens où ils seraient totalement imprégnés de l'idéologie libérale, ils épousent totalement les canons de la pensée capitaliste, de la pensée méritocratique, enfin tout ça, ils sont des piliers conceptuels de l'édifice de la société telle qu'on la connaît. Et ces gens-là adhèrent à ça, adhèrent silencieusement d'ailleurs, ils ne sont pas très bruyants, ils sont là, mais tout le temps. Et donc ils ont évidemment massivement voté Macron en 2017, mais auparavant ils votaient pour l'autre représentant désigné de la bourgeoisie. Donc ça c'est quand même important, et c'est à ça qu'on a affaire. Alors après, j'ajouterai une dernière chose par rapport à... Si on prend l'exemple de Juan, c'est-à-dire BFM. Bon, BFM est une chaîne... voilà, on sait ce qu'elle est, on sait ce qu'elle véhicule. Mais... comment dire, la question qu'on pourrait se poser, c'est par exemple, une fois qu'il n'y aurait pas si on faisait l'hypothèse absurde
ou l'hypothèse de travail. À savoir qu'il y aurait pu ces manœuvres-là. Il y aurait pu, par exemple, un trahi pour désigner tel patron de BFM, lequel désignerait tel sous-chroniqueur comme Fogiel, qui serait lui-même en amitié avec le pouvoir, etc. Cette espèce comme ça de constellation d'intérêts qui convergent les uns avec les autres, qui se soutiennent les uns les autres. C'est-à-dire que s'il n'y avait plus de manœuvre oligarchique, en quelque sorte, il resterait quoi? Est-ce que le système s'affaisserait? Ça, c'est ça la question qui nous est posée. Eh bien, moi, je pense que non. Je pense que non. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles, c'est la vraie raison de notre impuissance politique, ou en tout cas du fait qu'on ait du mal à engager un rapport de force favorable, malgré les mouvements sociaux qui ont quand même sérieusement ébranlé la société depuis quelques mois, là, c'est plutôt à chercher dans la force insidieuse du capitalisme, la force insidieuse du libéralisme, qui fait qu'il contamine nos corps, il contamine nos esprits, et sans forcément avoir à en passer par BFM. Je dirais par exemple, pour conclure pour l'instant, moi je me demande jamais, on peut se demander jusqu'à quel point BFM pénètre nos cerveaux, puisqu'on prend cet exemple-là, je pourrais prendre d'autres chaînes ou d'autres médias. Moi, ce qui m'interroge, c'est comment se fait-il que moi-même, qui suis tout à fait conscient que BFM véhicule de la propagande, qui suis tout à fait conscient de l'identité de ses propriétaires et de leurs intentions politiques, comment se fait-il que je le regarde de temps en temps? Oui. Eh bien, une des raisons pour lesquelles je regarde de temps en temps BFM, c'est que je suis fatigué. Il m'arrive d'être fatigué. Je rentre chez moi, je suis fatigué. Et pour m'informer comme ça de façon un peu rapide, je me dis que BFM c'est toujours une valeur sûre, non pas pour m'informer véritablement des choses, mais en tout cas pour m'informer, ces espèces d'informations en seconde main qui ne seraient pas quel est le réel, où en est la réalité, mais de quelle réalité est-on en train de parler aujourd'hui en France? C'est de ça qu'informe BFM. Hein. C'est pas du réel, mais c'est du réel qui, ce jour-là, fait l'objet d'un certain nombre de discours et de conversations. Et bien là-dessus, on est tous impliqués. Et une des raisons pour lesquelles j'allume BFM, c'est parce que je suis fatigué. Et une raison pour laquelle je suis fatigué, c'est parce que je travaille trop. Et une des raisons pour lesquelles je travaille trop, c'est parce que j'ai été pris dans une espèce d'idéologie du travail, et de la performance, et de la rentabilité. Une des raisons pour lesquelles je travaille trop, c'est qu'il faut que je travaille aussi pour me marchandiser et pour obtenir une certaine valeur sur le marché, en l'occurrence le marché culturel. Ça, c'est ce que j'appelle les effets de structure profonds. Et c'est ces effets de structure profonds que je trouve les plus prioritaires à évaluer. Ce que fait d'ailleurs Juan, tout à fait, parce que son livre, la pensée est très systémique. Mais moi, je mettrai en avant un autre pan, je dirais, de l'analyse systémique, qui serait comment le capitalisme nous a tous colonisés. Même tous qui sommes ici et que nous sommes probablement unis par le sentiment que ce système est relativement inacceptable. Je pense que c'est un peu ça qui ferait le ciment de nous tous ici ce soir, à part que quelques éléments qui sont venus en espionnage. J'aperçois par exemple une femme de droite là-bas, tout à l'heure. Je la reconnais à son visage, tout simplement. C'est des physionomies qu'on connaît bien. Donc ce qui fait notre point commun ce soir, c'est, je pense, une certaine perplexité devant la pertinence de vivre dans une société régie par des rapports de production capitalistes. Et en même temps, nous sommes tous pris dedans, d'une certaine manière et à tel ou tel degré. C'est là-dessus que je pense qu'il faut aussi travailler. D'ailleurs, ça me fait penser à... Marcel Aimé avait écrit, je ne sais pas si tu te souviens de ce livre, Le confort intellectuel. Il avait bien balisé comment la bourgeoisie n'a pas besoin de se défendre parce qu'en fait on la défend passivement. Voilà. David, toi tu t'es loué au début du mouvement des Gilets jaunes devant cette évidence qu'il y avait une main basse sur la République par la Macronie. Tu t'es loué de cette mobilisation soudaine, massive des intellectuels et du monde de l'art vivant dans une chronique d'une 30aine de pages. Tu peux nous en parler? Oui, d'abord, je remercie Juan et François, et on te remercie, parce que ça, cette chose se réalise ce soir ici. C'est des choses qui sont eues de plusieurs conséquences, en fait, de circonstances, qui ont fait que, voilà, on se trouve ici ce soir devant vous, en fait. C'est vrai que, pour moi, c'était parti de l'histoire des Gilets jaunes, sur lesquels je me suis évidemment tout de suite non seulement reconnu, mais investi, impliqué, d'une manière sans limite, j'allais dire. Et c'est au bout d'un certain temps que j'ai regardé autour de moi, puisque moi je viens plutôt de la sphère culturelle, je dirais, du théâtre, c'est pour ça que c'est Avignon, c'est bien, et de dire, tiens, mais mes camarades et tout, je dis, vers les copains et tout, je me retourne, et il n'y avait personne. Donc j'ai regardé, j'ai appelé, bon, les réseaux sociaux, etc., j'ai vu les gilets jaunes, machin, bon.
En même temps, on était pris là-dedans, et tout d'un coup, un mois a passé, et tout d'un coup, au bout d'un mois, j'ai un truc qui m'a brûlé dans mon ventre, et il y a un texte qui est sorti, que j'ai écrit. Bon, je ne suis pas ni Juan ni François, je n'ai pas ce talent d'écriture, mais n'empêche que j'ai sorti de mon corps un texte de 30 pages qui s'intitule « La société du mépris et l'insurrection qui s'en suivit ». Il se trouve que Valérie Graille un jour a lu ce texte sur Facebook d'ailleurs, parce que c'était vraiment le moyen de communication des Gilets jaunes, que je remercie d'ailleurs, j'en vois ce soir ici dans la salle. Moi j'avais juste amené ça parce que le mien je l'ai oublié dans ma voiture. Et c'est pour dire que tout d'un coup je me suis dit, donc j'ai écrit ce texte qui a été relayé, après il y a eu la coordination, ça a aussi provoqué des coordinations Gilets jaunes artistes, mais vraiment le sentiment de colère et de honte qui m'a habité vraiment dans ces 2 mois, je me suis dit, parce qu'avant il y a eu Nuit debout, il y a eu la loi travail, il y a eu ça, et je me disais, c'est bizarre, comment ça se fait que mes collègues, camarades, artistes, directeurs de salle, directeurs de théâtre, metteurs en scène, tous les gens qui sont ici aujourd'hui à Avignon, aujourd'hui dans les rues que nous croisons, se sont tus. Voilà. Comment c'est possible? Alors, après on pétitionne, il y a des pétitions, c'est la mode des pétitions, on est sur l'homophobie, on est sur les migrants, c'est le mot d'ordre c'est les migrants, par exemple, dans le festival d'Avignon IN, l'année dernière, il faut savoir qu'Olivier Pi, le directeur de ce respectueux festival, a dit que la révolution était juste avant les Gilets jaunes, hein, et que c'était vraiment fini depuis très longtemps, et il a dit que c'était le théâtre qui pouvait sauver le monde. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a pas, vous pouvez regarder dans le programme du IN, il n'y a pas l'occurrence du mot Gilets jaunes dans le programme du IN. Ça n'y est pas. Vous pouvez vérifier. Je disais tout à l'heure à François et à Juan, je dis, ils ne sont pas invités, Juan et François, dans les ateliers de la pensée qui sont dans le festival IN. Ça rejoint aussi complètement, pas forcément le truc de l'oligarchie, quoique je ne sais pas comment ça se passe après au niveau de l'argent, mais de la bourgeoisie par contre. De la bourgeoisie. Complètement, c'est-à-dire, comment dirais-je, l'endroit de l'autocensure et de la censure qui se pratique chez les directeurs de théâtre, dans les moyens de production et de grosse production des centres dramatiques nationaux. Moi j'ai interpellé mes camarades, mes collègues, je leur ai dit, où êtes-vous? Olivier Pi, Stanislas Nordet, des gens qui en général, il n'y a pas qu'eux, il y en a plein d'autres. Hein. Je peux aussi citer Jean-Michel Ribes, plein d'autres gens que je connais. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Où êtes-vous? Pourquoi n'intervenez-vous pas pour dire pourquoi, même non, vous n'êtes pas d'accord? Parce qu'après, il y a eu des insultes. On a été insultés. Et vous le savez, on a été insultés parce qu'on nous prenait pour des homophobes, des antisémites, je ne sais quoi. Bon, c'est épouvantable ce qui s'est passé cette année. C'est épouvantable. C'est pour ça que cette chose-là, quand Valérie m'a dit tiens, c'est intéressant, d'après ce qu'on ne se connaissait pas, mais je sais que le texte de François va t'intéresser. J'ai lu le texte de François, elle m'a dit, est-ce que tu veux le lire? J'ai dit, évidemment, oui, parce que c'est exactement. C'était comme si, des moments, je n'ai pas le talent de François, mais c'est comme si je l'avais écrit, un paragraphe, hein, pas tout. Mais, et quand j'ai vu, je disais tout à l'heure à Juan, je disais, je ne peux pas savoir à quel point, des fois, dans ces moments-là, on est dans une solitude, une rage, et on s'est dit, moi, il y a des moments où on a pleuré de rage et de solitude, parce que nos camarades, nos amis, nos partenaires, nos potes, des gens professionnels, du professionnel, et je ne parle pas que des gens de la culture, je parle des journalistes, dont maintenant nous savons que les 3/4 sont complètement corrompus, je parle des intellectuels, alors là c'est carrément les, je ne sais pas combien, c'est les 5/4, hein, je sais pas, sont complètement corrompus. On l'a vu, on les a vus en direct. Hein. Voilà, on les a vus en direct. Donc, tout ça, c'était une digression pour revenir vraiment au sujet qui est vraiment cet endroit de l'ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec, soi-disant, les élites intellectuelles? Et c'est un vrai appel. Je dis, que font d'abord les artistes et qui sont à Avignon? Et pourquoi une telle omerta sur le plus grand mouvement social insurrectionnel et presque quasiment révolutionnaire qui a eu lieu, non pas depuis mai 68, mais depuis 1789. Comment se fait-il que les gens pétitionnent contre l'homophobie, pour le climat, pour les migrants, etc., et ne pétitionnent pas, en tout cas ne s'engagent pas sur l'endroit du débat démocratique de leur propre pays?
Comment c'est possible? Comment c'est possible que les artistes puissent être très bien payés pour faire des programmes de spectacle où ils vont défendre la misère du monde en étant payés 10 000 € par mois? Comment c'est possible? Est-ce qu'on va continuer à tolérer ça? Voilà, voilà, ça c'était juste pour commencer. Bravo. On va pouvoir se poser la question de est-ce qu'on s'assoit, est-ce qu'on laisse faire le système? Juan, on en a... C'est quoi? C'est moi qui arrive? Non, pardon. Ah oui, c'est un téléphone qui... Non, c'est la captation qui déconne un peu. Qui mémorisait la captation. C'est piégeux. Hein, ouais. On en discutait ce midi, Juan, c'est qu'est-ce qu'on fait? On attend 2022 que Macron soit réélu? Ou est-ce qu'on va lui jouer des sales tours? Je crois que tu as quelques idées. Moi j'ai juste une anecdote, je ne sais pas si oligarchique ou bourgeoise ou les deux sur la question. Enfin évidemment la réponse c'est on va se battre pour tout ce qui ne remet pas en question notre propre position sociale. Ça c'est le propre de la bourgeoisie, je pense que c'est détaillé dans l'histoire de Davidis. En tout cas moi j'ai ressenti très brusquement, j'ai une anecdote de cet ordre-là, parce que j'ai décidé de ne parler que par anecdote ce soir. J'étais au Festival de Cannes pour plusieurs raisons, là en mai, parce que j'y suis toujours allé, parce que mon père est... C'est un peu une histoire intéressante du Festival de Cannes, un truc qui montre plein de paillettes et qui en même temps permet du cinéma d'auteur, d'auteurs exigeants du monde entier de se faire voir. Donc nous on était les petits du cinéma d'auteur portugais qui apparaissaient entre Brad Pitt et compagnie. Et donc on a un petit accès à ce festival depuis 20 ans. Et donc je me suis dit, bon bah là je vais y aller avec un gilet jaune, ça va être marrant, etc. Et il se trouve qu'il y a une des personnes qui s'occupe de la sécurité sur les marches, qui me reconnaît et qui vient me voir. Alors je me dis merde, putain, il va me prendre mon gilet. Et en fait, il m'avait juste reconnu. Il vient me dire, je venais vous féliciter au milieu des marches. J'étais bon, très bien. Et donc du coup, je commence à parler avec lui. Et je dis, mais j'ai un gilet jaune. Enfin, parce que bon, c'est une histoire compliquée, mais vous pouvez monter plein de fois les marches. En fait, vous montez les marches pour voir des films à Cannes. Vous montez pas les marches pour vous montrer, à moins que vous soyez une égérie L'Oréal. C'est juste une façon de vous permettre d'accéder à la culture théoriquement, grand théoriquement. Et donc, la deuxième ou troisième fois, on se dit, mais est-ce que je peux montrer mon gilet jaune et tout? Elle dit, ah non, instruction très stricte. Tous les gilets jaunes, on les chope. Et du coup, j'ai parlé avec d'autres personnes qui ont essayé, qui se sont fait prendre en 2 secondes leur gilet jaune. Par contre, on nous a donné ordre de laisser passer tout ce qui est écologie et féminisme. Et c'est incroyable. Non mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y avait des instructions claires du Festival de Cannes là-dessus. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a quelque chose de véritablement transgressif pour la position sociale, y compris des artistes qui participent à ce festival. Et de l'autre, il y a quelque chose qui permet de faire du lavage de marque, c'est-à-dire on vous fait du féminisme dans peut-être l'endroit le plus misogyne qui existe sur Terre. Et du coup, ça vous permet de montrer, bah oui, mais vous regardez, on est du bon côté. C'est exactement pareil pour le reste. Vous votez Macron qui expulse les migrants comme tous les autres et qui empêche l'Aquarius d'arriver en France, mais par ailleurs, évidemment, vous faites des pièces de théâtre en disant que c'est pas bien de le faire. Donc voilà, ça c'est juste pour, à mon avis, l'explication est aussi simple que cela. C'est-à-dire que c'est une pure explication d'intérêt. Et ce que j'essaie d'expliquer dans Crépuscule, c'est comment justement l'oligarchisation de la société finit par créer un espace avarié, un espace public avarié dans lequel vous ne pensez plus par idée, mais par intérêt. Et dès le moment que vous ne pensez plus par idée, l'altérité n'existe plus. L'idée, c'est ce qui vous permet de vous raccrocher à l'autre. En négatif, en positif, il y a des idées terribles, tout ce que vous voulez, mais dès que vous pensez à une idée, vous vous dépassez vous-même. Alors que sinon, en fait, vous restez dans un pur rapport d'intérêt au monde, c'est-à-dire centré sur votre propre âme, en fait, votre propre individualité. Et évidemment, du coup, vous pouvez être dans une négation complète de l'existant, y compris de mouvements comme ceux des Gilets jaunes. Voilà, j'avais d'autres choses à dire, mais j'ai oublié. L'idée, c'est... Voilà, François, est-ce qu'on attend 2027 ou est-ce qu'avant, on va un peu ambiancer la vie politique française? Moi, pour ce qui me concerne, j'ai prévu, et donc je le ferai parce que j'ai pas l'habitude d'annoncer des choses que je ne fais pas, je vais prendre le pouvoir en 2031. Alors, ça sera un pouvoir dictatorial. Non, n'applaudissez pas, vous n'aurez aucun pouvoir. Je compte gouverner seul, enfin... Voilà. Alors j'aurais peut-être un Premier ministre qui sera Didier Vampas, mais vraiment je consens à partager le pouvoir avec lui, mais c'est tout. Sinon, Non, je voudrais revenir sur la raison pour laquelle pourquoi le monde de la culture, le monde du théâtre, on va dire, il faudra voir un petit peu d'un champ culturel à l'autre. D'ailleurs, ça ne se joue pas exactement de la même manière l'indifférence aux gilets jaunes, voire même la réprobation vis-à-vis des gilets jaunes.
Bon, tout ça est quand même cousu de fil blanc, quoi. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a frappé, je le raconte dans sur Data Bêtise, j'étais un jeune provincial dans les années 90, je regardais le monde de la culture un peu de loin, à la télé, j'aspirais un peu à en être, en tout cas pas à en être vraiment, j'aspirais à écrire des livres. Bon, donc c'est un milieu qui m'intéressait, je me disais, tiens, c'est quoi ces gens? Et il y avait une réputation, j'entendais partout que le milieu culturel était de gauche. Enfin, c'était un milieu culturel de gauche, il y avait parfois même des intellectuels de droite pour s'en plaindre, dire, ah là là, les cultureux, ils votent tous à gauche. Et effectivement, on voyait que quand Mitterrand se représentait en 88, il avait à peu près toute la culture derrière lui. Il y avait même des publicités qui avaient été faites à l'époque, une espèce de campagne de soutien. On se souvient Renault, Tonton laisse pas béton, ce genre de truc, quoi. Donc ce qui pouvait donner l'illusion que effectivement le monde de la culture était à gauche, quoi. Bon, en fait, le monde de la culture n'était pas à gauche. Le monde de la culture était de centre-gauche, centre-droit, et donc allait très mécaniquement se retrouver à être macronien, le jour où effectivement l'illusion PS allait se dissiper pour bien montrer quel était le fondement du PS depuis le début, c'est d'abord d'être un parti social-libéral, centre-gauche, centre-droit, enfin bourgeois, quoi. Non, le milieu culturel n'est pas de gauche, et je pense que, par exemple, dans le théâtre, je pense que pour être tout à fait précis, et là je vais donner que des hypothèses de travail, parce que ça mériterait une documentation rigoureuse, mais l'hypothèse que j'ai, c'est que par exemple, le maillage territorial du théâtre décentralisé qui s'est inventé après-guerre, en gros, était très largement, pardon de le dire et pardon de le rappeler, était activé, était orchestré, était animé et vitalisé par des communistes. C'était tout à fait adossé à la grande époque du Parti communiste, alors, qui a sa part obscure, et c'est peu dire, le Parti communiste, mais qui a eu pour lui quand même d'inventer un maillage territorial, culturel, de pratiquer l'éducation populaire, d'avoir aspiré à emmener les ouvriers au théâtre, etc., etc. Je passe sur le détail de ce qu'a été, par exemple, le communisme municipal, etc. Et le théâtre décentralisé était très largement, je veux dire, encadré, pour le meilleur et pour le pire. D'ailleurs, on pourrait dire que c'était un peu une mainmise du PC sur ce maillage-là. Mais il y avait vraiment, je pense, des gens qui avaient profondément et politiquement le souci véritable des classes populaires. Et puis, les choses étant ce qu'elles sont, les pères fondateurs ou les pères originels de ce théâtre-là ont vieilli, ont à un moment passé la main. Et ils ont passé la main à une autre génération qui est arrivée, de cadres du théâtre public, et qui était plutôt d'une autre obédience, qui était tout à fait années 80, les années langues, c'est-à-dire en gros ce qu'on a appelé à l'époque la gauche caviar, enfin vous voyez, la gauche culturelle. Et alors là, changement d'ambiance. Changement d'ambiance, et là se crée un entre-soi tout à fait endogame de bourgeois de gauche. De bourgeois de gauche, alors voilà, on voit bien ce qu'on entend par gauche à ce moment-là. Et donc c'est pas étonnant que, je pense que de toute façon il y a un passif bourgeois du théâtre, et que je pense qu'il y a un long passif bourgeois du théâtre, et que peut-être ce moment communiste du théâtre décentralisé aura été une parenthèse par rapport à, je dirais, un invariant bourgeois du théâtre. Je pense que globalement le théâtre est animé, investi par des éléments qui sont issus de la bourgeoisie ou qui accèdent à la bourgeoisie en faisant du théâtre, quoi. Donc il est quand même pas assez, il n'est pas du tout étonnant que les gilets jaunes arrivant, étant vraiment comme ça une effraction du populaire sur la scène publique, c'est vraiment ça les gilets jaunes, et c'est pour ça qu'on les aime, c'est pour ça qu'on les a soutenus, enfin, je veux dire, que quiconque se soucie des classes populaires a immédiatement eu le réflexe de se dire, il faut en être, quoi, il faut le soutenir absolument. Je veux dire, au contraire, il y a eu un réflexe de classe de la population culturelle, des cultureux, qui était un réflexe, je pense que moi je crois beaucoup aux intuitions de classe. Ces gens-là ont tout à fait senti qu'il y avait une espèce de conflictualité de classe, enfin en tout cas une hétérogénéité de classe entre un mouvement comme les Gilets jaunes et eux-mêmes. Ils ont bien senti que d'une certaine manière, les Gilets jaunes venaient leur dire merde, que d'une certaine manière, l'oligarchie dont on parlait, l'entre-soi à laquelle on s'attaquait, les théâtreux, les cultureux en étaient absolument partie prenante. Ils en étaient même des maillons absolument essentiels, quoi. Donc il n'y a rien de très... Alors qu'est-ce qui pourrait faire que... Enfin, je veux dire, ça c'est une question, je finirai là-dessus, mais qu'est-ce qui pourrait faire que des éléments de la bourgeoisie puissent être sensibles au sort des classes populaires ou puissent se reconvertir en animateurs insurrectionnels? Bon, il y a plein, il y a par exemple des gens comme Juan Branco. C'est que, je pense qu'à mon avis, là, il y a un soubassement, je dirais, à la fois romantico, pathologico-esthétique. Non, mais tu vois, je pense qu'un jour, il faudrait que tu racontes ça un jour, Juan. Non, mais il faudrait que tu racontes vraiment pour de vrai comment tu as trouvé l'énergie, ou comment ton corps, à un moment, a eu envie de faire ces sessions.
puissant des mouvements insurrectionnels. Mais l'ordinaire d'un bourgeois, c'est pas du tout de faire sécession, c'est de continuer à avoir des réflexes de classe, et c'est des réflexes connus. Alors par ailleurs, moi, je voudrais finir là-dessus juste sur le féminisme, écologie, tout ça, quoi. C'est-à-dire que la façon dont le théâtre s'empare de la politique, et c'est toujours effectivement des thèmes dits sociétaux. Il faut le resituer, il y a deux raisons majeures à ça. Premièrement, l'écologie, pris d'un certain point de vue, ne menace pas le capitalisme. Moi, je pense que l'écologie, quand on la prend au sérieux, évidemment qu'elle menace le capitalisme, mais on peut très très bien être écolo à deux balles, écolo superficiellement, sans menacer le capitalisme. Le féminisme, pris d'un certain point de vue, c'est-à-dire pris par un angle extrêmement faible, sur un angle, bah oui, il y a des méchants hommes qui parfois harcèlent des gentilles femmes, et donc évidemment on est du côté des femmes, absolument. Bon, ça ne menace pas le capitalisme, je veux dire, ça ne remet pas en cause l'organisation capitaliste de la société. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle, effectivement, un metteur en scène bourgeois ou un auteur bourgeois peut tout à fait s'emparer de ces thèmes-là et les mettre en scène à travers des fictions théâtrales, des dramaturgies diverses et variées. Mais la deuxième raison, je crois aussi, moi ça m'a toujours frappé en fréquentant la bourgeoisie, c'est l'absolue inculture politique de la bourgeoisie. Inculture politique de la bourgeoisie, c'est-à-dire que c'est pas tant qu'ils sont anticommunistes ces gens, ou anti-marxistes, ou anti-anarchistes, ou... je veux dire, c'est juste qu'en fait ils savent pas ce que c'est. Ils n'ont jamais grandi dans des milieux où la politique, comme moi j'ai grandi dans un milieu où la politique était dans l'air, la politique était partout, et donc j'ai eu une espèce d'éducation dont je ne peux pas me targuer, parce qu'elle était presque spontanée. Mais un bourgeois, quand il grandit, il n'y a pas beaucoup de politique autour de lui. Donc en fait, tout ce qui chope de thèmes que lui va appeler politique, c'est les thèmes, disons, ce que j'appelle le CM2, le niveau CM2 de la politique. À savoir, le racisme, c'est bien ou c'est pas bien? Bah, plutôt pas bien. C'est-à-dire un type de... Je veux dire, taper une femme, c'est bien ou c'est pas bien? Ça dépend quelle femme. Donc ça c'est ma réponse à moi. Mais la réponse du CM2, c'est plutôt de dire c'est pas bien. Donc je pense qu'il faut mettre ça aussi sur le compte, en dernière instance, de l'immense bêtise politique de la bourgeoisie, que Rouen pourrait confirmer d'ailleurs pour avoir plus fréquenté que moi ces gens-là. Il faut se rappeler que la Révolution française, elle a été faite par des démissionnaires de l'aristocratie. Et donc, Juan, est-ce que tu te sens démissionnaire de la bourgeoisie? En tout cas, je suis parti avec leurs outils et j'ai vraiment poussé à... Non, mais c'est vraiment ça l'idée. Et l'idée, c'est de transmettre les outils, c'est pas de rester en position, enfin, de reproduire une position de domination en m'exfiltrant de cette structure dominante. Donc l'idée, c'est vraiment de transmettre au plus... Donc moi, j'ai un parcours... enfin, je sais pas, summa cum laude, en gros, je suis toutes les, ne serait-ce que l'expression latine permet de le montrer, où je coche toutes les cases qu'on est en droit d'attendre d'un enfant de la bourgeoisie. Et en gros, j'essaie de faire au mieux, et donc je capte tous les dispositifs de reproduction sociale, etc. Et à un moment, je les redistribue en disant, en fait, ça se passe comme ça. Et c'est quelqu'un, évidemment, si vous le dites de l'extérieur, comme les pinsons Charlot, vous avez beaucoup moins de potentiel transgressif que si vous avez parcouru vous-même le truc et que vous en sortez avec. Et vous dites, bah non, en fait, c'est complètement nul, et c'est pas quelqu'un qui était extérieur et qui, du coup, pourrait être jaloux. Enfin, vous voyez tous les trucs qu'on va pouvoir raconter sur ceux qui ont une posture critique par rapport à l'appareil dominant qu'on pourrait leur attribuer. Donc oui, cette exfiltration, et j'écris un texte dessus que je vais peut-être publier bientôt, qui explique en fait les raisons non glorieuses du fait qu'à un moment vous sortez de votre classe sociale. Il n'y a pas d'héroïsation là-dedans, c'est toute une série de circonstances que vous ne contrôlez pas qui font que pour respirer et pour cesser d'étouffer dans un milieu qui est quand même très conforme, très chloroformé, dans lequel la vie est quand même très absente, parce qu'à force de reproduction et de médiocrisation, vous vous retrouvez face à un néant, en fait, une absence de pensée sidérante. Vous vous retrouvez face à des gens qui à force de chercher à accaparer, donc c'est ce qui m'a le plus marqué en rencontrant des personnes comme Xavier Niel, qui pèse 7 milliards d'euros et dont la seule obsession restait de produire de l'argent. Et à un moment, je lui dis, bon, on va produire un Godard. Et elle me dit, oui, seulement si c'est rentable. Je dis, bon, ok. On est mal barré, quoi. Enfin, il ne savait pas qui était Godard. Donc, enfin, vous voyez, il y a un moment où on est face à une telle névrose. Quand les gens rient, ça fait trembler. Vous avez fait votre vie, vous êtes marié à Delphine Arnaud, fille de la personne la plus riche de la Terre. La caméra, ça va, quoi. Enfin, vous avez coché toutes les cases, vous aussi, à votre niveau. Vous pouvez peut-être recommencer à réfléchir. Distinction. C'est la capacité à montrer en fait une forme de supériorité, si ce n'est morale, du moins symbolique,
par rapport au reste de la société qui légitime sa propre position de domination au sein de la société, ce qui explique que des personnes qui sont pigistes, qui n'ont aucun capital, puissent être les personnes les plus emplies de morgue, que vous trouviez les meilleurs soldats du système existant et soient prêtes à écraser quiconque menace le système existant. C'est extraordinaire d'avoir des personnes soumises comme ça, asservies, littéralement. À celle de la droite. Mitterrand arrive au pouvoir en 80 et il a évidemment toute la Parisianie qui est obsédée à l'idée de le faire tomber. Toute la bourgeoisie financière de la rive droite qui essaie de l'écraser. C'est à ce moment-là que commence à se mettre en place l'opposition rive droite rive gauche. Et donc il doit constituer une bourgeoisie qui va le soutenir, qui va avoir une légitimité différente, qui va lui permettre après de créer des relais d'opinion au sein de l'espace national qui vont lui permettre la production du pouvoir. Et c'est de là que naît la politique culturelle extrêmement généreuse des années Lang et suivantes, c'est-à-dire c'est l'idée on va reconstituer une élite à nous qui va faire contrepoids à l'élite de la droite et qui va permettre de nous asseoir. Donc évidemment, quand vous nourrissez des personnes, ces personnes deviennent, enfin vous appuient et donc deviennent de gauche. Mais sauf que où est le vice de forme de cette fabrication d'une élite supposément de gauche? C'est qu'au moment même où vous leur donnez des prébendes, vous les sortez de la seule question qui vous fait être véritablement de gauche, qui est la question sociale. Vous les immunisez du risque social. Vous créez un système dans lequel ils vont être parfaitement protégés et qui vont faire qu'ils vont cesser très rapidement de se poser la question sociale et donc ils ne vont plus être de gauche. Donc ils vont continuer à être des soutiens des forces de gauche, mais ces forces de gauche en fait vont opérer un recentrement, voire une droitisation de plus en plus massive, et il va y avoir aucun contrepoids. Et donc finalement on se retrouve avec ces gens qui deviennent de droite, tout simplement parce que sociologiquement ils sont devenus des bourgeois, des personnes de droite, et donc et les forces qui les représentent sont aussi devenues. Et à aucun moment il y a eu la constitution d'un contrepoids politique à cette dérive qui était inscrite. Et une des raisons, je pense, de ma compréhension intime de ces phénomènes, mais au-delà de mon arrachement à tout cela, c'est que je suis le fruit d'une de ces nouvelles bourgeoisies qui sont nées de ces politiques culturelles. Mes parents, en fait, se sont construits grâce à c'est des personnes qui viennent de l'Espagne et du Portugal, sans un sou, et qui vont tout d'un coup avoir accès au robinet, comme des milliers d'autres personnes qui, à ce moment-là, sont en train d'émerger. Sauf qu'ils vont essayer d'investir cet argent qu'ils reçoivent dans la création d'œuvres, parce qu'ils arrivent avec cette admiration de la France, ce pays des droits de l'homme, etc., et puis leur dictature. Ils vont respecter le cahier des charges, et à un moment, ils vont s'effondrer. Ils vont s'effondrer parce qu'en fait, très rapidement, la politique de ces élites culturelles et bourgeoises va être une politique de reproduction et de pillage, et pas du tout de création et de mise en danger, parce qu'encore une fois, de la même façon que vous n'êtes plus de gauche quand vous êtes installé socialement, bah vous n'êtes plus transgressif non plus. Très rapidement, en fait, vous adhérez à l'ordre existant, puisque cet ordre vous nourrit et vous protège. Et donc vous allez en fait conformer votre création, conformer votre pensée, et c'est ce qui pour moi permet de comprendre l'effondrement de la pensée critique dans ce pays, et l'effondrement d'une création culturelle qui aujourd'hui ne rayonne plus du tout. Que ce soit dans le théâtre, dans le cinéma ou ailleurs, la France est devenue un petit pays provincial à cause en fait de ce dispositif qui a permis une explosion de créativité au début, des premières années, mais qui très vite s'est affaissé sur lui-même et s'effondré, explique qu'aujourd'hui, évidemment, il y a une déconnexion complète et un mépris massif mutuel. Enfin, on méprise les cultureux, et les cultureux méprisent le peuple, et les deux ont raison, finalement, en fait, parce qu'il y a un fossé tellement énorme que les points de jonction deviennent de plus en plus rares, et les points de jonction deviennent des exceptions qu'il est difficile de contourner, et évidemment, qu'est-ce qui se rajoute à tout ça et nourrit de façon encore plus structurelle, c'est quelque chose que François a très bien décrit, enfin en tout cas que moi j'ai vu très bien décrit dans le film Entre les murs, c'est évidemment la question de la reproduction sociale par la pseudo-méritocratie, c'est-à-dire par une école qui était faite qui s'est structurée de façon à légitimer la reproduction sociale et non pu à permettre les phénomènes de transfugation, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc ça crée très rapidement un système complètement étouffant qui fait qu'à un moment, oui, il y a une ou deux personnes qui essaient de s'en échapper parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'en fait, sinon, vous crevez la gueule ouverte. Si vous avez une véritable admiration pour la création, pour la transgression, pour l'élaboration, c'est pas là que vous pouvez être. Que vous devez être, pardon, c'est chez les Gilets jaunes, c'est dans des espaces où à nouveau vous allez voir émerger une diversité, une parole différente, qui a un vécu, un rapport du corps
au réel et qui va être capable de vous apporter quelque chose qui était devenu complètement inexistant dans les bourgeoisies auxquelles vous appartenez. Si l'écrivain François, l'esprit libre que tu es, à l'échelle d'une personne, on arrive assez facilement à s'abstraire au poids de l'oligarchie pour continuer de penser et de produire. Ouais. Mais non, après, on peut interroger effectivement les superstructures du cinéma ou du théâtre, et à cet endroit-là, on n'arrive plus, parce qu'il faudrait des consentements, des financements. Toi, David, à l'endroit du théâtre, est-ce que tu connais des endroits où il y a une production de contenu, d'une pensée libre, et où le théâtre peut rejoindre la cause, je dirais? Non, par rapport à ce que je dis tout à l'heure, c'est vrai que c'était un peu aussi sur le coup d'une émotion, mais voilà, c'est vrai, c'est absolument vrai, que j'ai été choqué par l'absence de réaction, comment dire, d'intervention du monde culturel au moment Gilets jaunes. Voilà. Quand j'ai écrit le texte, il a été relayé dans cette fameuse coordination, qui ensuite été relayé dans l'Assemblée des Assemblées, et le mouvement des Gilets jaunes, que Juan et François connaissent très bien, a créé, Juan l'a dit souvent dans ses interventions, une des plus grandes intelligences démocratiques de la France, et je pèse mes mots, une des plus grandes intelligences démocratiques de la France depuis très longtemps. La morgue des intellectuels, des faux intellectuels de droite et de gauche, dont un qui avait été ministre a appelé, et on l'a redit cet après-midi dans la lecture à travers l'extrait, qui s'appelle Ferry, comment il s'appelle? Luc Ferry, qui a appelé au meurtre. Voilà. Ça en dit long, mais c'est vrai que dans la lecture même, de réécouter ce moment-là, c'est sidérant, c'est vertigineux. Voilà. Ça, c'est une parenthèse que je fais sur l'endroit du choc. Il ne faut pas minimiser vraiment l'absence des artistes et des intellectuels et des gens aussi dans Nuit debout. Car j'ai été aussi très longtemps, pendant 1 an et demi, dans l'implication très forte de Nuit debout. J'avais donné aussi publiquement un texte de dire j'ai été interpellé par les Pinson Charlot sur la place de la République à Paris en 2016. Elle s'est tournée vers nous, vers 3-4 artistes que nous étions, et il y avait tous les corps de métier. Il y avait les professeurs, il y avait les infirmières, il y avait l'éducation nationale, il y avait les avocats, il y avait le barreau, il y avait plein, ça s'appelait les ateliers constituants, etc., etc. C'était la première fois depuis très longtemps qu'il y avait une agora démocratique en France qui a été fortement réprimée par Manuel Valls et François Hollande. Quand même, il faut le dire. Pinson Charlot m'a interpellé, il y avait un micro, il pleuvait, elle avait le parapluie, elle a dit « Mais David, alors, et vous, et tes copains, les artistes, ils sont où ?» Alors moi j'ai dit, bah je sais pas, on s'est regardé, on était encore une fois 3 et 4, et il y a des gens qui ont dit, si, nous les intermittents du spectacle. Bon, les intermittents du spectacle, au même moment, 2 semaines avant, ils sont allés en catimini, intermittence du spectacle, dont je suis. Bon, j'ai été l'instigateur à Montpellier de l'annulation du Festival d'Avignon en 2003, je tiens à replacer historiquement les faits, où Georges Frêche a failli venir me donner une claque, en direct, et je lui ai dit, si tu veux, viens, on va se battre. Ah oui, c'est ça la réalité, c'est qu'à un moment donné, c'est ça, c'est le fight. Hein. Et bon, paix à son âme, hein, Georges, mais il s'en est souvenu longtemps. Et je leur ai dit, et je rappelais cette anecdote, nous nous sommes fait, ça c'est extraordinaire, ça va te plaire François, nous nous sommes fait marcher dessus, parce que nous sommes allés annuler donc Montpellier Danse, le Printemps des Comédiens, et ensuite Avignon, contre l'avis de cette fameuse Ariane Mouchkine, qui est très sympathique, mais au demeurant quand même très conne, hein, et très méchante à cet endroit, et aussi feu Patrice Chéreau d'ailleurs, pour citer des noms, hein, qui était contre l'annulation du Festival d'Avignon. Donc je récite les faits, et je vais passer aussi par une anecdote. Nous nous sommes allongés devant le festival, alors là, de l'aristocratie, donc de Aix-en-Provence, de festival lyrique, et donc c'était très chaud, très, très tendu, et on est allé jusqu'au bout, on s'est mis sur comment dire, l'entrée pour que les gens qui payaient 300 € la place pour aller voir Don Giovanni, et ils ne le croyaient pas, la maire d'Aix-en-Provence a eu des mots très violents, elle les avait traités de, je sais plus, j'oserais même pas dire les mots, c'était très violent. Jossin, je crois qu'elle s'appelait. Et donc,
Et donc, on s'est allongé, et nous avons été marchés dessus par la bourgeoisie et l'aristocratie qui allait voir, avec des talons aiguilles, et ils nous marchaient dessus. Voilà, ils nous marchaient dessus. Ça, c'est réel. C'est pas pour répondre à ta question, si tu veux dire qu'il y avait des endroits qui... Évidemment, dans le théâtre... L'évidence, pas là. Non, l'évidence, pas là. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant de vraiment témoigner de ça. Après, je parle pas que du théâtre, je parle aussi du cinéma. Par exemple, c'est vrai que la pétition qui a réuni 1400 personnes, qui a été envoyée dans Libération au mois de mai, que malencontreusement j'ai signée, alors que j'avais signé mon texte le 29 janvier 2019, comme on dit, dans des ou plus ou moins, en tout cas, de penser au théâtre, en tout cas, de construction de sens sur un regard critique, de théâtre critique. Donc, il y a en France, encore maintenant, des gens qui se battent. Et dans les coordinations des Gilets jaunes, il y avait beaucoup d'artistes. Évidemment, à Toulouse, où j'étais, il y avait des artistes, nous avions organisé... Mais il n'y avait pas beaucoup de représentants de direction. Et surtout de figures publiques. Voilà. Et c'est pour ça que le silence était assourdissant. Et ça s'est aggloméré dans cette fameuse pétition de mai, où comme il y a tout le monde... Parce que c'est Juliette Binoche qui a lancé la pétition, et donc il y avait une espèce de blanc-seing comme ça, tout le monde s'est engouffré dans la brèche, a dit « Ah, ça y est, je suis là, moi je suis artiste et je soutiens les Gilets jaunes ». Mais c'était trop tard. Parce c'était juste de dire, on n'est pas dupes, mais pas dupes de quoi. Voilà. Après, c'était quoi la question? La question, c'est de savoir si tu identifies des endroits où on peut espérer que l'art vivant joue quand même un rôle séditieux, un rôle... pris entre le théâtre privé et sa nécessité de divertissement et d'équilibre économique, ou le théâtre public avec son obligation de faire sujet de société pour éviter les vrais sujets politiques. Quels sont les endroits où l'art vivant peut, en tout cas, manifeste des raisons d'espérer? Voilà. C'est difficile pour moi de répondre à cette question cette année précisément, ici et maintenant, parce que j'ai vraiment nourri un ressentiment profond à l'égard de mes pairs, et vraiment une traversée de solitude, parce que je ne comprenais plus, même si je sais qu'il y a plein d'îlots, et plein de... Moi, j'ai été fabriqué, construit aussi à travers des gens que j'ai rencontrés dans mon métier, qui ont fait que ça a formé mon éducation politique, et par l'art aussi, et que le théâtre est aussi un endroit justement de transmission de ça. C'est pas juste un endroit de divertissement et de représentation symbolique. C'est vraiment un endroit où l'être humain est... Moi j'ai été à l'école bondienne d'Édouard Bond, que j'ai été l'assistant notamment, mais que j'ai monté des pièces, etc. C'est une grande école. C'est une grande école. Et Édouard Bond, même s'il a été monté quand même par un grand metteur en scène en France, il est notablement méprisé. Alors que c'est un des plus grands dramaturges du XXe et du début XXIe siècle. Il est méprisé par la jante bourgeoise de la culture théâtrale française et européenne. Édouard Bond est une star au Japon, une star en Amérique du Sud, une véritable star. C'est une espèce de dieu vivant, quoi. Et c'est réellement un des plus grands dramaturges qui a mis en scène, qui a écrit la dramaturgie de la fin des temps et de l'espoir de l'humanité. Notamment sur cette question d'à quel endroit l'art vivant résiste, à quel endroit l'art vivant s'organise ou prend la parole pour rejoindre une sorte de mouvement de non-résignation à cette résignation qu'on nous assigne, c'est de se contenter de ce bonheur indépassable de la social-démocratie macronienne. Juan ? Très rapidement, juste pour compléter les quelques jalons que j'avais mis, il y a deux choses. Il y a très peu d'îlotiers et d'avant-gardistes en général. Enfin, c'est une extrême minorité et la majorité des personnes, y compris dans les milieux artistiques, sont des personnes qui ne pensent pas ou qui ne pensent peu et qui sont là pour reproduire une position sociale, pour être dans une position acquise. Et donc quand vous êtes dans un conflit social
où le cœur de la question, c'est quand même l'allocation de ressources, la réallocation de ressources par l'État. C'est-à-dire la taxe carburant qui commence en fait, c'est-à-dire qu'on a une partie de la population qui se sent pillée parce que l'État augmente la pression fiscale de tel niveau que ça devient insupportable d'avoir une vie normale. Or, cette taxe, on l'a appris, elle servait à financer l'ISF, c'était son seul objectif, et pas la transition écologique, comme on le disait. Et on a de l'autre côté un milieu qui dépend très largement de cette réallocation de ressources par l'État, c'est-à-dire le milieu artistique et culturel au sens large du terme, dans lequel une grande majorité des personnes, comme je viens de le dire, ne pensent pas, sont juste là pour avoir une position sociale. Et évidemment, ces personnes-là voient menacer leur structure de pouvoir, leur financement, leur capacité à occuper une position sociale. Donc rien que là, ça explique la réticence. Là où il y a un truc qui est impardonnable, c'est parmi les îlotiers, les avant-gardistes, etc., une incapacité complète à faire le pont et à renverser le courant majoritaire de leur profession et dire non, non, là il faut y aller. Servir de vigie et orienter cet espace-là pour dire non, non, là, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller parce qu'au contraire, c'est pas nous qui sommes remis en question, c'est le système oligarchique, et ainsi de suite. C'est une interprétation. Ouais, moi j'ajouterais sur le théâtre spécifiquement, mais ça pourrait jouer aussi sur le cinéma. Bon, alors on a le théâtre privé et le théâtre public. Alors théâtre privé, du point de vue du théâtre public, méchant parce que soumis au marché, donc soumis à un certain nombre d'injonctions. Fondamentalement. C'est dur à dire, hein, quand on a grandi soi-même, disons, sous le giron du théâtre public et avec une certaine estime pour ce grand projet. Mais en fait, le problème, c'est qu'on confond aussi le public et l'étatique. Hein, je veux dire, notre théâtre public n'est pas un théâtre public, c'est un théâtre étatique. Bien sûr. Il est sous tutelle étatique. Par le prince. Des effets de décentralisation, ça fait qu'il y a des guichets étatiques en province, qui s'appellent les DRAC, des choses comme ça. Enfin, globalement, la tutelle est étatique. L'État, c'est ce qui est investi par un pouvoir donné à un moment donné, pouvoir bourgeois, donc systématiquement depuis 200 ans. Ah, donc, je veux dire, le théâtre étatique est évidemment sous tutelle bourgeoise. En fait, c'est un résumé. Je vais un peu vite. Mais non, mais pas du tout. Il faudrait absolument retrouver des réflexes communards et anarchisants, c'est-à-dire vouloir tenir, ou alors communisants d'ailleurs. Communisants, tout à fait. Sur le modèle de la façon dont on a inventé la sécurité sociale. 45-46, sur le modèle, sur la façon dont le Parti communiste a inventé la sécurité sociale en 45-46. Ça m'a interverti le truc image. Tu m'avais dit que tu allais jouer le rôle du mec de droite. Non, mais pour dire, sachez que la sécurité sociale n'est pas un organisme étatique, c'est un organisme public. C'est pas la même chose. Donc il faut absolument découpler, dissocier l'étatique du public. Moi, je rêverais, effectivement, par exemple, pour prendre l'exemple dans le cinéma, ça va être plus lumineux, parce que sinon, il y a ce truc qui s'appelle le CNC, Centre national du cinéma, qui donc attribue de l'argent à des projets, bon, sur l'examen de scénario, bon, on sait que c'est un peu par cooptation, un petit peu par confinerie, bon, il y a des petites filles qui se donnent les veilles de délibération, mais ça peut être aussi un arbitrage qui n'est pas si corrompu que ça, mais il n'en reste pas moins que c'est un organisme d'État. En plus, il est activé par des professionnels de la profession. Dans un guichet du CNC, vous avez un producteur, un scénariste, un réalisateur, un comédien éventuellement, enfin voilà. Bon, qui sont eux-mêmes partie prenante de la chose, qui peuvent aussi connaître des gens qui sont en train de soumettre leur scénario. Portez-vous volontaire, et donc une liste de, je sais pas, 1 million de personnes émergerait, on tirerait au sort parmi ces gens-là, se créerait une sorte de jury populaire, je veux dire, on va dire de tribunal populaire, pour reprendre un concept branchien, qui fait peur aux bourgeois. Non, mais en tout cas, d'assemblée populaire. Et là, véritablement, les arbitrages seraient l'émanation du peuple, l'émanation de la chose commune, et non pas l'émanation de l'État. Donc comment voulez-vous qu'effectivement le théâtre public, qui est un théâtre étatique, soit pas sous contrôle de la bourgeoisie et donc ne véhicule pas à son tour
des affects bourgeois, de l'idéologie bourgeoise, des modes d'intérêt bourgeois, ou alors effectivement ne s'empare de la politique, et là je renvoie au très beau livre d'Olivier Neveu qui s'appelle Contre un théâtre politique et qui explique très bien tout ça, ne s'empare de la politique que sur le mode un peu inoffensif, sociétal, ça peut être tout un tas de causes comme ça sur lesquelles qui ne divisent pas. En gros, qu'est-ce que c'est que la façon dont la bourgeoisie peut se saisir de ce qu'elle appelle la politique, et qui à mon avis n'est jamais que de la morale plutôt que de la politique, enfin elle appelle ça de la politique, c'est toujours prendre la politique par son biais non conflictuel, ce qui est tout à fait contradictoire. Parce que s'il y a bien quelque chose qui est quintessentiellement conflictuel, c'est bien la politique. Il n'y a de politique à partir du moment où il y a du conflit, de la contradiction. Et donc la bourgeoisie a réussi ce tour de force d'arriver à produire un théâtre politique qui ne soit pas conflictuel. Bien, Moi, je bien, bravo. bravo. Comme d'habitude, ces escrocs, finalement, s'en sortent très bien. Ils sont assez malins. Bravo. Eh bien, si quelqu'un dans l'Assemblée, dans le gradin, souhaite prendre la parole. Merci, bonsoir. Je suis Gilets jaunes Paris, Belleville. Je suis ici avec mon mari. On fait partie de la fédération anarchiste aussi. On est des bourgeois démissionnaires, puisqu'on est des enseignants aussi. Alors ça fait des mois qu'on tracte, ça fait des mois qu'on occupe des ronds-points. On est juste épuisés et on a juste l'impression que ça mène à rien. Et on est déprimés. Voilà. Alors on fait quoi maintenant? Ah oui, alors c'est bien. Oui, alors c'est très bien. Tous les samedis, on lâche rien. Macron, tête de con, tout ça, c'est très bien. C'est juste qu'on est maxi 40 000 en ce moment les samedis. Il y a 70 millions d'habitants en France. Il y a 8 millions de pauvres, 20 millions de personnes en France qui vivent très chichement. Moi, je suis vraiment déprimée. Je ne sais pas ce que je fais à la rentrée. Pour reprendre la question de la culture, dans le collège où j'enseigne, il y a 2 activités culturelles qui reviennent régulièrement toute l'année. C'est le mémorial de Caen et le zoo de Paris. Voilà, ça résume assez bien les choses. Voilà. Je suis dans le 93, donc les bourgeois, j'en ai pas. Hein. J'ai que des Rachid et des Fatima dans la classe. Je m'appelle Leïla, donc tout va bien. On fait quoi à partir de maintenant? Parce que moi, les tractages, oui, d'accord. Les samedis après-midi, oui, d'accord. On lâche rien, mais on... Merci. Dépassent leurs conditions sociales et justement sur le rapport d'intérêt. Sur le fond, moi je pense que moi je pense que c'est l'erreur à pas commettre. C'est pas transformer pour le coup cette réunion en meeting politique. C'est-à-dire dire voilà, en tout cas moi c'est une position que j'ai essayé de mettre de côté depuis le début, c'est donner des instructions sur ce qu'il faudrait faire ou pas, parce qu'encore une fois, ce serait une reproduction de ma position de domination à un moment où j'ai essayé d'en sortir. C'est pas à moi de donner une réponse, c'est pas à moi qui ai le vécu et l'expérience que vous avez dans votre chair par rapport à la mobilisation qui existe. Et si cette mobilisation est née de mouvements locaux, si elle est née de rencontres et de rapports horizontaux à des niveaux extrêmement localisés, c'est bien que sa valeur réside là, et pas dans une éventuelle montée en puissance de telle ou telle figure qui viendrait tout d'un coup expliquer à ces personnes-là ce qu'ils devraient faire ou pas. Donc ça, c'est essentiel. Et du coup, j'ai des réponses, mais elles m'appartiennent et je ne vais surtout pas vous les donner dans cette configuration
complètement asymétrisé. Il y a un film de Bergman qui est super important, qui a été cardinal pour moi dans la formation, c'est La Flûte enchantée, qui s'ouvre sur 10 minutes, un film sur le théâtre, en fait, parce que c'est une mise en scène de théâtre au sens large, sur de La Flûte enchantée de Mozart, de l'opéra, et qui commence par 10 minutes de film sur les visages des spectateurs. Et il y a une démonstration politique extrêmement forte qui est de dire qu'est-ce qui est le plus important d'abord dans une pièce de théâtre, dans une scène, avant la trame, etc. C'est les personnes qui vous regardent. Donc ce dispositif de réégalitarisation du rapport, de refus de la symétrisation où j'aurais juste une masse noire, et c'est une blague que font souvent les humoristes, c'est dire ah non mais éteignez votre téléphone, enfin un humoriste, etc. qui fait en disant éteignez votre téléphone, là tout d'un coup je vois votre sale gueule alors que j'avais jusqu'ici une magnifique masse noire devant moi. Ouais, bah, rompre ça, ça commence en fait par ne pas répondre à ce du fait par contre qu'il y a 200 personnes ici, dont des personnes mobilisées, pour essayer d'échanger avec eux, de voir au niveau local comment ça se passe, et tenir à cette échelle-là en fait. Cette résistance avec, pour le coup, au niveau du diagnostic, la conviction que dès septembre, ça va redécoller à des niveaux assez stratosphériques, parce ils ont réussi à agréger du mécontentement dans d'autres corps de métier, en l'occurrence en particulier l'éducation nationale, à des niveaux qui, à mon avis, sont inattendus. Enfin,